Euh, je ne sais pas quelle langue parler. Je vais en français parce qu'on est dans un pays francophone. Et pour commencer, je veux dire, ce n'est pas la première fois que je vais à un débat avec mon ami Nabil, peut-être c'est le 10e, et je suis toujours en désaccord avec lui quand je fais un débat. Mais dans la vie, on est très amis, seulement il y a certaines différences. Il était donc professeur de la faculté de médecine de Damas, je suis allé, puis il y a déjà une grande différence. Deuxième chose, il a fait sa présentation en anglais, je vais la faire en français. Et troisième chose, c'est très important aussi, et il dit qu'il faut essayer de commencer par un traitement, un seul traitement, et puis ajouter petit à petit, ce qui est vrai pour certains, mais pas toujours pour tous les patients. Et vous allez voir pourquoi. Étant donné le temps qu'on nous a accordé, Dr Jamal, je sais que très, très généreux, toute la journée, tout le congrès, sauf avec le temps, il n'est vraiment pas. On a demandé 30 minutes, de nous en donner 15. C'est vraiment marchandé. Bon, alors pourquoi la première question, je vais avec des arguments précis pour répondre à un problème précis, ce n'est pas aller dans le vague. Vous allez, à la fin, je suis sûr, pas à 100%, mais à 80% être d'accord avec moi. Tout d'abord parce que le diabète est une maladie qui devient une épidémie, qui est mortelle. On sait qu'il y a, vous avez vu ce diapo, 415 millions de personnes atteintes de diabète, échelon international. 1 sur 10 sur 11 en ce moment qui est diabétique. Mais aussi, on sait qu'il y a 5 millions de personnes qui meurent de diabète chaque année, beaucoup plus que la tuberculose, que les autres maladies chroniques. Donc vous voyez, on est déjà ensuite tout le problème. Énorme. Autre chose, cette méta-analyse américaine qui nous permet de dire que, c'est vrai aux États-Unis, c'est parce que c'était comme ça, mais c'est vrai partout dans le monde, encore plus que la mortalité cardiovasculaire du diabète est multipliée par 2,32, ce qui est énorme quand même, le risque le plus important. Là, c'est bon. On sait qu'un diabétique qui n'a pas eu d'infarctus de myocarde présente le même risque d'avoir un infarctus de myocarde que pour un autre non-diabétique qui a eu déjà une infarctus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Et on sait qu'avec la UQPDS, si on diminue l'hémoglobine glycée de 1%, il y a une réduction très importante des complications en général. Mais jusqu'à très récemment, toutes les études, sauf plus ou moins les UQPDS, parce qu'ils ont pris une population spéciale assez tôt pour les prendre en charge, ils ont réussi à faire diminuer les complications microvasculaires et la mortalité un petit peu. Les autres, ACCR, Advance, également VTT, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le diabète est une maladie qui a une histoire naturelle. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'insulinoprive, la diminution de sécrétion de l'insuline, ça on le sait, 50% perdu au moment du diagnostic au moins, mais aussi c'est une maladie qui est associée avec l'insulinorésistance, qu'on connaît bien les effets et les perturbations que ça entraîne au niveau de beaucoup de choses, à partir de l'hyperglycémie jusqu'à l'endothelial dysfunction, etc., etc. Donc c'est une maladie qu'il faut la prendre comme quelque chose de plusieurs perturbations en même temps, ce n'est pas uniquement une hyperglycémie isolée. Et on voit que très souvent, il y a 75% à peu près des patients diabétiques qui ont une espèce d'insulinorésistance, soit avec diminution de sécrétion d'insuline, soit avec une sécrétion d'insuline normale. Bien entendu, avec une obésité viscérale. Mais aussi, cette insulinorésistance est variable selon les races. Chez les Arabes, par exemple, on sait qu'ils sont plutôt insulinorésistants qu'insuliноprives, contrairement aux Japonais et aux Mexicains. Donc, quand vous traitez un diabétique, il faut bien entendu prendre en considération quel est le facteur prédominant dans votre diabète, chez votre patient. Vous n'allez pas traiter tous les patients de la même façon, je ne sais pas, des États-Unis jusqu'aux Indes. Ça ne va pas du tout. Il faut prendre en considération le type de patient que vous avez. Mais aussi, après des années et des années de traitement, disons, en se basant sur ce qu'on appelle les recommandations, les guidelines, ben voilà ce qu'on a. Tous ces guidelines qu'on disait, commencez à metformine, suivez par sulfonylurea, suivez par tout ça, ça aboutit à quoi?
que ce soit les guidelines de l'ESD ou l'IDF même. Seulement, on arrive à avoir une hémoglobine glyquée contrôlée, 6,5% aux États-Unis, 7% dans les autres pays, dans 30 et 40% sont de notre population diabétique. Et 60%, ils ne sont absolument pas contrôlés. La question, donc, est-ce qu'on a accompli notre mission? La réponse, pas totalement. Ou à majorité de cas, non. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi. Et on voit, avec notre histoire d'escalade thérapeutique progressive, que nos patients restent trop longtemps, peut-être 2 ans et 7 et demi avec diététique, avec monothérapie, 4 ans, 5 ans, etc., peut arriver à l'escalade nécessaire qu'il aurait fallu peut-être le faire un peu plus tôt. Et ça laisse les patients un petit peu, en quelque sorte, en hyperglycémie, hémoglobine glyquée élevée, et en fait, on n'a pas accompli le travail qu'on voulait arriver entre target qu'on a fixé. Donc cette escalade est un peu ratée. Et au lieu de dire traiter au target, on appelle ça maintenant traiter à l'échec. Très souvent, ce qui est le cas. Donc en fait, ça nous donne un certain réconfort psychologique à nous comme médecins en disant voilà, je suis les recommandations plus ou moins, mais est-ce que j'arrive disons, dans nos pays, je pense que l'hémoglobine glyquée n'est contrôlée qu'au moins 30%. On a vu que c'était 25% dans l'Afrique du Nord. Donc, en quelque sorte, c'est à l'échec. Mais aussi, un traitement des maladies, la moindre chose que vous allez l'approcher par sa façon, c'est perturbations physiopathologiques. Vous n'allez pas l'approcher d'un seul côté, sinon vous ne traitez absolument pas votre maladie. On sait que le diabète, il y a ce qu'on appelle omnibus octet, c'est-à-dire il y a au moins 8 perturbations biologiques, perturbations à différents niveaux, que ce soit au niveau du muscle, vous connaissez très bien, au niveau du foie, au niveau du pancréas, etc., etc. Si vous traitez par un médicament, par exemple, que ce soit par exemple la metformine, vous allez agir au niveau de la libération hépatique de glucose. Si vous rajoutez, malheureusement, dans ce cas-là, le sulfonylien, vous allez stimuler la sécrétion d'insuline. Mais qu'est-ce que vous faites du reste de ces perturbations qui sont faisant partie de la physiopathologie de la maladie? Vous ne la traitez pas. Vous traitez uniquement ces 2 choses, vous laissez le reste comme ça. Oui, si on n'a pas le moyen d'agir, tant pis. Mais là, on a le moyen d'agir. Il faut rester là, regarder ce truc-là se passer, tout simplement. Non, on a le moyen aujourd'hui de faire quelque chose. Et ici, on parle d'un traitement, de combination, d'association thérapeutique. Il y a certaines raisons pour ça, un rationnel derrière ça. Déjà, on sait qu'un seul traitement ne peut jamais être suffisant pour régler toutes ces perturbations physiopathologiques qu'on a vues. 2, qu'on sait que, quand on met un traitement en route, ça va faire diminuer l'hémoglobine glyquée de 0,8 à 0,5 au maximum. Donc, on ne va pas pouvoir arriver à notre target à la fin. 3, et ça c'est une étude très importante, quand l'hémoglobine glyquée est supérieure à 8%, immunothérapie chez les sujets qu'on vient de diagnostiquer, très probablement, on n'arrive pas que 40% d'équilibrer le diabète. Donc 60%, ils ne vont pas être équilibrés avec votre monothérapie metformine. Donc, vous allez perdre de temps encore, et je ne sais pas combien, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour prendre la décision de faire l'association. Et une chose très importante, que quand on utilise un traitement, il faut éviter les doses maximales. On parle des effets secondaires. Il s'accentue avec la dose maximale. Qui c'est qui n'a pas vu avec la dose maximale, même avec la metformine, les effets secondaires gastro-intestinaux apparaissent plus, calmés par une diminution à une dose moindre. Et ça se permet de le faire avec une association. Et autre chose, donc une utilisation, pas seulement sur l'effet digestif, tous les effets secondaires sont minimisés, optimalisés quand on a fait une dose moyenne d'un tel traitement. Donc, ça paraît très logique, contrairement à ce qu'on dit, d'aller step by step. On donne plusieurs traitements pour traiter plusieurs effets physiopathologiques, essayer d'équilibrer un grand pourcentage des patients. Et ça,
en associant des médicaments qui ont des effets thérapeutiques qui se complètent, en quelque sorte. Je ne prends pas uniquement l'insuline-sécrétion, ni la libération hépatique, je mettrai tout ce qui corrige ces troubles en même temps, en utilisant des doses moyennes, mais à condition que l'effet soit durable. Ce n'est pas un effet transitoire comme on voit avec certains traitements qu'on voit sur les recommandations aujourd'hui. Mettez ça et puis vous voyez après, ce traitement ne marche plus, parce que c'est un traitement qui a un effet transitoire qui ne dure pas très longtemps. Donc ça, c'est important. Il faut viser, et ça, c'est une leçon à apprendre peut-être aujourd'hui. Jamais regarder uniquement l'hyperglycémie. Il faut traiter une maladie qui s'appelle le diabète. Qu'est-ce qu'il s'agit en même temps? Plusieurs perturbations physiopathologiques. Sans ça, vous n'allez pas traiter votre diabète correctement. Alors c'est intéressant, on parlait de sulfonylurea. Mais on sait que les sulfonylurea, ils ont des effets néfastes. Effets courts, perdent leur efficacité après certain temps, comme on voit ici, on le voit ici, mais aussi, en plus, elle augmente d'un côté, si vous voulez, les effets, la mortalité cardiovasculaire en quelque sorte, parce que le stroke augmente, et puis l'infarctus du myocarde qui augmente également. Donc, en quelque sorte, on essaie de faire diminuer l'hémoglobine glycée avec un traitement qui n'est pas un effet durable, mais qui a des effets secondaires très importants. Il reste combien? Dr. Nizar, we have to remind you that you have only 2 minutes. OK. 2 minutes? Qui c'est qui a dit ça? C'est Jamal, probablement. Non, mais on avance très vite, ne vous en faites pas. On va y arriver. Alors, donc, il faut essayer de corriger tout ça. Et je pense que je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui qu'il y a des médicaments qui, en l'associant en même temps, comme le bioglutazone, qui a double effet de protéger, régénérer un peu les cellules bêta, mais aussi, et surtout, le seul médicament qu'on a sur le marché qui fait diminuer l'insulin-résistance. Malheureusement, on ne l'a pas en France. Vous savez, l'histoire de bioglutazone, on n'a pas le temps de développer. Mais le bioglutazone, c'est un médicament qui est incriminateur par beaucoup de choses et que par la suite, l'étude IRIS a prouvé qu'il n'a pas les effets secondaires qui étaient dits par la suite. Et un effet durable. Vous voyez, ça, c'est le bioglutazone. Et maintenant, avec l'étude IRIS, on sait qu'il diminue le stroke, l'accident vasculaire cérébral, quand il est utilisé en dehors de l'insuffisance rénale congestive. Maintenant, ces nouveaux médicaments, vous les connaissez, je n'ai pas le temps d'y aller plus vite, ce soit GLP-1 ou les inhibiteurs de transport de GLT2. Mais on sait qu'ils diminuent d'un côté l'hémoglobine glycée, beaucoup plus mieux que les sulfamides dont on parlait, bien entendu, mais aussi le dapagliflozine diminue également l'hémoglobine glycée. Je passe là-dessus très, très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais nous aide à perdre de poids. Et surtout, regardez la différence de poids entre les glimépérides et les empagliflozine. Énorme. Là aussi, il y a un gain important. Le risque d'hypoglycémie, parlons pas entre les dapagliflozine, par exemple, et puis, bien sûr, les sulfonylurea. C'est important. Rien que ça, en regardant ça, en mettant notre patient à l'abri de l'hypoglycémie, c'est très important. Mais aussi, il faut dire que ces effets hypoglycémiques sont beaucoup moins qu'avec l'empagliflozine qu'avec les autres. Donc, c'est ce qu'il faut suggérer et proposer. Une association qui met, si vous voulez, tous ces éléments en route. C'est une association qui permet ça. C'est une étude de Abghani Kani qui travaille avec de Franzo, il faut le dire. On sait ses positions un peu extrémistes par moment, mais c'est une étude intéressante à regarder avec 4 ans de recul qu'il a publié récemment, donc à Orlando, il l'a dit, et qui montre qu'en fait, avec le traitement conventionnel en bas, on a moins de contrôle, pardon, conventionnel en rouge, donc on voit que on contrôle moins bien le diabète qu'avec l'association. Regardez, là, on voit bien que, par exemple, la prise de poids était beaucoup plus importante
aussi, pardon, ici c'est le contrôle. Le contrôle était beaucoup mieux avec le triple thérapeutique quand l'hémoglobine glyquée remonte beaucoup plus avec le traitement conventionnel. Et énorme différence entre les deux. Donc en passant là-dessus, je passe donc avec cette triple association qui est associée bioglitazone, metformine et GLP-1, ils ont arrivé à avoir un contrôle beaucoup mieux, cette association, avec ça qu'avec le traitement conventionnel. Et on voit bien la différence ici avec traitement triple thérapeutique, traitement conventionnel. Bon, je passe, DP4, c'est connu, c'est un effet moindre, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on a un effet, qu'il faut dire qu'il faut avoir un traitement, ce qu'on appelle un traitement personnalisé des patients, et en particulier quand un patient a un problème cardiovasculaire dans ce cas-là, il faut le prendre en considération dans le choix thérapeutique. On ne peut pas traiter aujourd'hui un patient diabétique et des antécédents du risque cardiovasculaire comme c'est celui qui n'en a pas. C'est une leçon qu'on a appris aujourd'hui et je crois que je vais passer vite sur ce truc-là pour prendre le temps pour arriver là. Depuis 2009, il y a 23 études qui sont lancées sur ce qu'on appelle Cardiovascular Outcomes Trials, qui ont prouvé qu'on peut protéger nos patients sur le plan cardiovasculaire avec certaines molécules aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être pris en considération dans le choix de notre traitement. Je sais, voilà, ça a été dit ce matin, sur la diminution de la mortalité en général, cardiovasculaire, la perte de poids, le contrôle d'hémoglobine glyquée, ça a été dit. Et je crois qu'il n'est plus acceptable qu'on en reste là en disant, voilà, je contrôle mon hémoglobine glyquée, devant ce qu'on voit ici, une diminution réelle de la mortalité, de la nécrose myocardique, etc. Moi, je veux dire une chose, je sais que le temps passe vite, 15 minutes, ce n'est pas suffisant, mais je veux dire et attaquer le dernier point que mon collègue et ami, Dr Nabil. Il me propose un traitement pas cher. Je veux vous dire, ça ressemble tout à fait à un voyage que vous avez réservé avec ce qu'on appelle hidden fees. C'est-à-dire, après, on me dit, ça coûte 60 € pour traiter un diabétique, mais dans 5-10 ans, vous avez payé les complications, l'hospitalisation et puis la perte de jambes. Ça viendra après, vous le payez après. Moi, je préfère les payer tout de suite, s'il le faut, et éviter qu'on en arrive là-bas. Et en plus, cette histoire de coût, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose d'artificiel. Nous, comme médecins, ce n'est pas notre rôle de faire une prescription. C'est de chercher le mieux pour nos patients, de réfléchir un peu comment y arriver. Et on travaille pas du tout pour le laboratoire. On ne travaille pas du tout pour le laboratoire, ça c'est sûr. Mais quand il y a un traitement qui profite à un bon patient, je vais dire quelque chose. Il faut essayer de pousser les politiciens à accepter certains médicaments. Il faut pousser le laboratoire de vendre ces médicaments un peu moins chers pour en vendre plus, et ça c'est un travail collectif. Et il faut, disons, payer aujourd'hui pour sauver demain. Ça, on sait tout ça, combien ça coûte à droite, à gauche. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je vais arriver à ce diapo. Oui, c'est vrai, ça coûte très cher. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le monde entier? Mais regardez, c'est un exemple. C'est quoi? C'est le mur de Donald Trump. C'est terminé, c'est le dernier diapo. Okay. Avant-dernier, pardon, pour être honnête. Ça coûte entre 25 et 45 milliards de dollars pour construire un mur. Et regardez ça. Ce n'est pas pour acheter des médicaments, cette somme d'argent. Je vous laisse diviser cette somme d'argent sur le nombre de diabétiques. Et je crois que si on travaille dans le monde, de faire une inégalité, une meilleure dépense pour la santé, on aura beaucoup de patients diabétiques mieux traités, mieux gérés, avec moins de complications. Merci pour votre écoute.